Il est 11 heures. Nous allons démarrer. Avant de démarrer vraiment sur le vif du sujet, sur ce webinaire consacré à la cybersécurité, je vais laisser Mathilde Boucher-Trougnac vous présenter les formalités d'usage. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue au webinaire. Voilà, du coup, je suis Mathilde. Du coup, je voulais vous inviter à utiliser l'option questions lors du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions à tous les intervenants qui sont ici. Pour ajouter, pour te dire, le risque est important en interne, d'accord, mais pas de l'extérieur. Il faut dire à Maricela qu'on l'entend. Je vais couper son micro. Vas-y, Mathilde. Ouais. Donc, la session est enregistrée. On permettra aux gens d'accéder au replay. On enverra un mail la semaine prochaine avec du coup le lien du replay, le FAQ également, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On vous laissera la parole au moins écrite tout au long du webinaire et à la fin du webinaire. Sachez que vos micros seront coupés, mais on lira vos questions avec attention. Merci. Merci Mathilde. Eh bien, bienvenue à tous autour de ces caméras et de ces écrans. C'est un petit peu la mode en ce moment de faire des webinaires. On a tenu à faire ce webinaire parce que nous sommes toujours dans la continuité de la sortie de l'Observatoire des risques que DECRA a édité et rendu public en début d'année. Nous sommes, avec l'Observatoire des risques, nous sommes sur la notion de risque au sens large du terme, mais il nous a semblé important de faire aussi un webinaire autour de ce sujet de qu'est le cyber-risque et on va le voir, qui est devenu prépondérant et incontournable aujourd'hui pour les entreprises comme pour les collectivités locales ou comme pour les organisations publiques. Nous avons des invités de marque pour prendre la parole, mais avant ça, je vais vous faire une petite présentation du sujet, pour en faire le tour très rapidement, une petite introduction. Donc l'observatoire, on l'a réalisé avec l'usine Nouvelle, en partenariat avec les usines Nouvelles. C'est un observatoire qui a apporté principalement sur le ressenti au niveau des collectivités locales, des PME et des PMI. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous encourage à venir sur le site de DECRA Industriel pour venir le consulter sur la plateforme qui est dédiée. Donc, dans la suite de cet observatoire, on aborde déjà le sujet de la cybersécurité qui est extrêmement important. Ce sujet de la cybersécurité, c'est pas la peine de dire qu'il est actuel. Il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons la connaissance de nouvelles attaques, et notamment en France. Nous sommes une cible manifestement privilégiée des pirates sur ces sujets-là. Notamment les organisations publiques, les hôpitaux. Maricela, je pense que c'est votre micro, s'il vous plaît, de couper, s'il vous plaît. Ce sont donc les organisations publiques sont très comment dirais-je, les cibles privilégiées donc de ces attaques. Il y a évidemment le cyber-risque qui est toujours évoqué, qui est régulièrement évoqué. Alors, on est sorti de l'ambiance bureau des légendes, hein. On est vraiment là dans le concret avec des hôpitaux, des grandes entreprises, toutes les entreprises qui ont été ciblées, qui sont, même nos confrères de l'AFNOR, y sont passés. Dernièrement, on a pu apprendre que la police de Washington elle-même avait été l'objet d'une attaque. Tout n'est pas su, on ne sait pas tout, mais réellement, c'est un sujet qui est devenu central. On avait dans la discussion juste au préalable, avant ce webinaire, le fait de dire que déjà tous les matins, on se lève et puis on peut entendre parler d'une cyberattaque. Avec nos invités, on a échangé sur ces sujets-là.
On parle de cyberguerre, on parle de hacking, de phishing, de stéganographie. Donc, on va essayer d'y voir un peu plus clair avec nos invités justement là-dessus. Et puis, juste pour finir, pour conclure cette introduction, quelques chiffres qui sont parlants, qui sont très parlants. Une augmentation de 255% des signalements d'attaque, c'est juste incroyable. Évidemment, les causes en sont évidemment le télétravail. Beaucoup de gens qui sont les interactions en réseau qui sont de plus en plus nombreuses. On passe beaucoup de temps devant les écrans, on passe beaucoup de temps connecté avec les autres. On a aussi évidemment l'accélération digitale, tout est dans la transformation digitale, toutes les entreprises, les collectivités locales, les organismes publics, les individus évidemment. La porosité croissante entre la sphère privée et la sphère professionnelle. On passe son temps et on ripe de l'un à l'autre sans se rendre compte que dans la sphère professionnelle, il y a peut-être beaucoup plus de précautions à prendre que dans la sphère privée, encore que dans la sphère privée, il ne faut pas s'empêcher de prendre des précautions quand on va sur certains réseaux. Et puis ne négligeons pas la notion de concurrence et de compétition internationale. On touche à la question de l'intelligence économique avec des États qui, dans leur arsenal d'intelligence économique, peuvent mettre certains ustensiles, certains outils de cyberattaque. Donc, le gouvernement a réagi et on aura un représentant de l'ANSSI qui pourra nous en parler, avec donc en dégageant évidemment des budgets sur ces sujets-là, mais aussi en ayant aussi bien des dispositifs de prévention que des dispositifs ensuite de correction, de correction de l'attaque, pour guérir l'attaque. On va essayer de dégager, on va dégager les bonnes pratiques et voir comment préparer les collaborateurs. On va surtout s'organiser et surtout s'axer avec notre webinaire. On va s'axer surtout sur la notion du comportement humain qui est clé, en tout cas, dans les dispositifs à mettre en place pour contrer les attaques. Alors, maintenant, il est temps de vous présenter nos participants. Nous avons quatre intervenants qui vont, je pense, être passionnants et qui vont intervenir chacun à leur tour pour commenter et répondre aussi à vos questions parce que, comme l'a dit Mathilde, vous aurez tout à fait le droit d'intervenir. Alors, le premier d'entre eux, c'est Sébastien Héon, qui est directeur général adjoint des business units cyber et qui travaille à la SCOR Assurance et Réassurance. On va en discuter. L'assurance, les compagnies d'assurance sont devenues un élément central du dispositif anti-cyber-attaque et ça va être très intéressant d'avoir son point de vue. Marie-Stella Pellegrin-Baumel, qui est membre du conseil d'administration du Club EBIOS, elle va nous en parler plus avant, après les présentations, parce que je vais leur laisser la parole dès après. Le Club EBIOS qui intervient sur une méthodologie qui est évidemment très intéressante et également au cœur de la protection cyber. Patrice Bijard, donc le référent ANSSI l'Île-de-France, je le laisserai aussi présenter l'ANSSI et toutes les interventions de l'ANSSI qui interviennent surtout au niveau des institutions publiques. Et puis Stéphane Desmé, qui est bien le représentant d'ECRA, qui est responsable sécurité des systèmes d'information chez DECRA France, pour DECRA au niveau de la France et de la région, même Sud-Ouest Europe. Voilà, c'est intéressant aussi d'avoir son point de vue. Lui, les attaques qu'il peut subir, aussi des bonnes pratiques qu'il met en place, et il nous parlera à cet égard d'une solution qui s'appelle Cybersécurité Awareness, qui répond par la sensibilisation et par la formation à des problématiques de comportement humain. Merci à tous d'être là, d'être présents avec nous. Je vais tout de suite tenter de briser la glace et de rentrer dans le vif du sujet avec une question que nous avons évoquée ensemble, donc vous ne serez pas surpris. En matière de sécurité informatique, quelle est l'anecdote la plus parlante que vous n'ayez jamais rencontrée? Quelle est cette anecdote qui justement met le comportement humain au cœur de la prévention? Et on va le voir au travers de ces anecdotes.
qu'il y a un comportement, il y a vraiment des comportements à bannir, à éviter définitivement. J'informe nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir eux-mêmes et mettre sur leurs questions des histoires ou des anecdotes qu'ils ont pu connaître dans leurs entreprises ou même à titre privé, des comportements qui ont failli créer des catastrophes. Voilà, alors je laisse la parole à Maricela, puisque nous avons une femme parmi nous, c'est parfait. Donc, allez, Maricela, quelle est l'anecdote que vous pouvez nous raconter sur la cybersécurité? Vous pouvez remettre votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Le micro. C'est bon là? Voilà, c'est bon. Alors, très bien. Bon. Alors, mon anecdote, elle est vraiment assez particulière. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est arrivé récemment. C'est un hacker qui a attaqué en Allemagne un hôpital et qui a fait un ransomware assez important. Et en fait, l'hôpital a fait une annonce dans le journal en disant qu'ils avaient été attaqués, qu'il y avait des problématiques avec les personnes qui étaient sur place. Et donc, le hacker a contacté le directeur de l'hôpital pour dire bah, je vois la clé de déchiffrement, désolé, je ne savais pas que c'était un hôpital que j'attaquais. Ça, c'est quand même extraordinaire comme situation. Oui. Là, c'est quand même génial. Voilà. C'est très récent. C'est très récent pour cette anecdote. Voilà. Et ça n'est pas une anecdote, c'est une réalité. Voilà. Merci Marie-Céla. Vous en prie. Patrice, une anecdote? Oui, pour illustrer le comportement humain que vous mentionnez. Depuis quelques années, on voit de plus en plus des attaques qui utilisent les réseaux sociaux et notamment le réseau LinkedIn. Ce sont des attaques ciblées où on vient chercher un chercheur, un responsable d'une mission particulière, d'un projet particulier dans une entreprise et sur une période de plusieurs mois, on rentre dans sa zone de confiance jusqu'à lui envoyer des documents ou des pièces jointes qui contiennent du code malveillant une fois en confiance. Et s'il est en plus sur son lieu de travail, il peut être amené à cliquer, ce qui est arrivé il y a peu de temps dans une grande entreprise française, sur un document envoyé comme ça par quelqu'un qu'il croyait connaître via LinkedIn. La compromission a été stoppée à temps par les systèmes de détection de l'entreprise, mais l'attaque avait réussi. Voilà, c'est un type d'attaque que l'on commence à voir assez fréquemment. Donc, un document envoyé, mais ça correspond quand même à, enfin, je ne vais pas détailler, mais ça correspond quand même à une attaque. L'envoi de documents ou de pièces jointes, c'est effectivement quelque chose qui peut vite être décelé comme une attaque, non? Oui, tout à fait. C'était définitivement une attaque, et puis une attaque préparée de longue date, jusqu'à faire commettre une erreur à la personne qui, dans l'entreprise, était en charge de sujets un petit peu sensibles. Merci Patrick Bijard. Sébastien Héon, une anecdote de votre côté à la SCORE? Oui, merci Bernard, bonjour à tous. Une anecdote vécue personnellement pour illustrer les comportements humains, c'était il y a quelques années maintenant, où j'ai eu la chance de faire un briefing à un haut dirigeant français d'une grande organisation. Et je lui expliquais les menaces cyber et l'intérêt de protéger son infrastructure informatique, ses communications, ses emails, etc. Et cette personne me regardait avec un petit sourire en coin pendant tout mon laïus. Et à la fin, m'a dit, mais vous savez, est-ce que les attaquants savent qu'ils attaquent? Alors, je lui ai répondu, ben oui, ils font une étape de reconnaissance pour savoir à qui ils ont en face. Et il me dit, bah, dans ces cas-là, vous comprenez bien que s'attaquer à moi, ils n'oseraient pas. Voilà, donc une réaction un petit peu intéressante, surprenante, qui m'a un peu déstabilisé, je dois dire, parce que de voir une telle confiance en son autorité naturelle pour ne pas être attaqué d'un point de vue cyber me paraissait un petit peu surprenante. Voilà, donc c'est pourquoi les sessions d'awareness, de training, de formation, d'explication sont vraiment nécessaires, parce qu'on voit encore ce genre de comportement aujourd'hui. Merci Sébastien. Stéphane Desmé, Oui. une anecdote?
Oui, alors c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est un peu dans la lignée de ce qu'a dit Patrice. On connaît tous le phishing, et les leviers qui sont utilisés par les pirates, par les attaquants. La peur, la curiosité, etc. pour nous amener à cliquer, pour nous amener à télécharger une pièce jointe qui est malveillante. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est aussi que ces pirates lancent des attaques de manière un peu plus particulière, par exemple avec une clé USB qui pourrait laisser traîner sur un parking, dans un hôtel, ou alors qui vous est offert lors d'une convention. Donc là, on est vraiment dans le social engineering, hein. Donc pour vous amener après, par la curiosité, à brancher cette clé USB sur votre poste, alors, soit chez vous, soit le pire, c'est au sein de l'entreprise, donc pour compromettre le poste et après donc lancer l'attaque. Donc c'est maintenant assez facile, surtout qu'il y a des clés USB qui sont vendues sur Internet qui permettent ce type d'attaque qui valent 50 €. Donc c'est de plus en plus courant et malheureusement certains se font prendre. Voilà, donc c'est pas vraiment une anecdote, mais ça montre que la sensibilisation est importante. Tout à fait, la sensibilisation sur le facteur humain. On voit bien que le facteur humain, enfin, on le voit bien au travers des anecdotes, mais de manière plus générale, les études montrent que le facteur humain est prépondérant dans la lutte contre ce type d'attaque. On a un auditeur qui nous envoie que à la suite de la réception d'un faux mail de son chef, alors ça, c'est les fameuses attaques au président ou au chef. Effectivement, un faux mail, il y a eu un transfert de 500 000 € qui a été en Asie, qui a pu être bloqué heureusement par une banque extérieure. Mais voilà, encore une fois, c'est la non-vigilance ou la non-sensibilisation qui a fait que on répond à une attaque et donc ça peut avoir vraiment des conséquences extrêmement graves. Bien, merci pour cette introduction. Merci à vous tous pour ces quelques histoires. On va passer aux séquences. Donc, il y a 3 séquences qui sont prévues dans notre webinaire. Une première pour caractériser, mieux définir le risque cyber aujourd'hui. On en a déjà un petit peu parlé, les mails envoyés, les clés USB. Mais à quoi on peut s'attendre? Il y a un facteur sur lequel on reviendra, c'est une intrusion ne démarre pas comme ça du jour au lendemain. Ça demande du temps. Ensuite, on verra évidemment comment s'y préparer, hein, toute la prévention, tout l'aspect prévention. Et puis, on finira sur c'est arrivé, nous sommes attaqués, quelle est la conduite à tenir, comment doit-on réagir? Voilà. Alors juste quelques slides, enfin une slide pardon, avec quelques chiffres. Donc l'erreur humaine à l'origine de 90% des cyberattaques, on l'a dit, et ce n'est pas une attaque. Il ne faut pas croire à une attaque technologique et purement technologique. Il y a toujours un facteur humain qui fait que cette attaque, les gens ont pu pénétrer dans les systèmes. Et alors voilà, cette phrase, les entreprises mettent en moyenne 416 jours avant de s'apercevoir d'une cyberattaque. Alors ça, c'est assez frappant. Quand on a répété la semaine dernière, ça m'a vraiment interpellé. Alors du coup, je questionne tout de suite Sébastien et On sur ce sujet. 416 jours en moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont déjà présents à 416 jours avant l'attaque, mais ils font quoi 416 jours avant? Alors déjà, bon, les 416 jours, c'est une moyenne, hein, je pense, qui s'applique sur la plupart des entreprises. Et effectivement, il y a un vrai délai entre les premiers signes d'une attaque et puis sa concrétisation qui peut être de plusieurs types. Mais typiquement, c'est le temps que vous évoquiez tout à l'heure, Bernard, de rentrer dans les systèmes, de faire une reconnaissance, de pénétrer les systèmes de l'entreprise au plus profond, ce qu'on appelle avoir des mouvements latéraux pour pouvoir se rapprocher un petit peu des informations les plus sensibles et des éléments d'infrastructure informatique les plus critiques que le hacker ou l'attaquant pourra utiliser à son profit. Donc en fait, en fonction de la complexité du réseau informatique de l'entreprise, de la complexité de passer les différentes barrières, voilà, les hackers vont prendre du temps et puis quand ils auront estimé qu'ils sont arrivés à obtenir le maximum d'informations et à pénétrer le plus au cœur possible du réseau de l'entreprise, à ce moment-là, ils pourront déclencher concrètement une attaque qui peut se traduire par le chiffrement des fichiers sur les ordinateurs et serveurs de l'entreprise, qui peut aussi se manifester en volant toutes les informations et tous les documents qu'ils peuvent trouver au passage, combinant les deux, même parfois.
et voilà, contaminant le système, y compris les sauvegardes potentiellement, pour empêcher l'entreprise de pouvoir restaurer ces informations de manière simple. Et donc, j'allais dire que ces 416 jours, c'est aussi le marquant du degré de pénétration des attaquants au sein des systèmes de l'entreprise, et que plus ce temps est long, plus les attaquants ont une chance de pénétrer loin et compromettre une plus grosse partie du réseau informatique de l'entreprise. Donc évidemment, tout le but, c'est de les détecter le plus rapidement possible, de les bloquer le plus rapidement possible pour minimiser l'impact. Tout à fait. J'enchaîne avec Patrice Bijard, donc responsable de l'ANSSI sur la région. Patrice, déjà, vous pouvez en profiter pour présenter l'ANSSI et son action. Et comment réagissez-vous là justement par rapport à ce délai? Est-ce que vous avez des méthodes pour identifier donc les attaques sournoises au début? Est-ce que vous avez des systèmes pour prévenir ou l'authentifier? Je vous laisse la parole. Alors, merci. Alors, effectivement, c'est intéressant de rappeler que le vol de données, l'exfiltration de données, reste une activité importante. On est très focalisé depuis quelques années sur les rançongiciels, mais ce chiffre de 416 jours nous rappelle que la compromission de réseau de façon très discrète pour voler des données reste un risque très très important. Il y a 1 an et demi, l'ANSSI a battu son record entre guillemets en remontant sur une trace de compromission supérieure à 10 ans. Donc on a pu trouver les traces d'un attaquant resté plus de 10 ans au moins dans les réseaux d'une grande entreprise nationale. Ça amène à lire la stratégie ou la vie de cette entreprise avec un œil un petit peu différent ensuite. À l'ANSSI, on essaie d'aider les entreprises à la fois à comprendre comment s'organiser pour détecter ces risques ou ces compromissions, mais au-delà de la partie détection, remédiation, le fait d'intervenir sur des incidents, il y a une très grande activité en amont sur les aspects de prévention de l'ANSSI. C'est là-dessus que je voudrais un petit peu insister parce que se préparer, anticiper aujourd'hui devient quelque chose de tout à fait important dans tous les secteurs industriels ou non. Et nous avons développé à l'ANSSI un ensemble de méthodes, de guides qui aident les entreprises, les collectivités, les entités de toutes sortes à davantage se préparer à ce risque numérique. L'une des méthodologie que nous mettons le plus en avant est la méthodologie d'analyse de risque qui s'appelle l'EBIOS, certains ont pu en entendre parler, et qui, dans cette thématique que vous avez aujourd'hui, qui est la notion de risque et comment les appréhender, voilà, cette méthode a toute sa place. Elle a pris ses origines à l'ANSSI, elle se développe aujourd'hui par différents partenaires, des clubs et un ensemble de prestataires qui en font la promotion. Voilà, c'est un des volets importants aujourd'hui mis en avant par l'ANSSI dans ses activités de prévention. Un autre point que j'évoque très rapidement aussi, c'est que nous qualifions des solutions de sécurité, des solutions et des services de sécurité. Il y a un catalogue de produits qualifiés à l'ANSSI qui vous donne la garantie que les produits que vous allez acheter, qu'ils aient une vocation industrielle ou non, sont des produits d'une grande robustesse. Ils ont été éprouvés par l'ANSSI. On n'a pas réussi à les craquer d'une certaine façon. Dans vos démarches d'investissement ou de sécurisation de vos réseaux, allez voir ce qu'il y a dans ce catalogue et certainement une façon de mettre davantage de chances de votre côté. Merci Patrice. Alors vous avez parlé de la méthode EBIOS, c'était une très bonne transition, merci beaucoup. On va passer la parole à Marie-Céla, donc Marie-Céla Pellegrin-Baumel, qui va nous parler de ce club EBIOS. Et je rajouterai une question, est-ce que justement ce club EBIOS s'adresse aux PME, PMI, ETI qui sont, parce que celles-ci sont-elles vraiment bien préparées au risque cyber? Le micro, s'il vous plaît, Marie-Céla. C'est bon, est-ce que j'oublie? Oui, le Club EBIOS c'est une association de type de 1901 dont son objectif est de favoriser les méthodes d'analyse des risques, effectivement, qui sont issues de l'ANSSI, en fait, parce qu'il a été créé par des anciens collaborateurs de l'ANSSI
pour pouvoir diffuser cette méthode. Et cette méthode, quel est le but du Club EBIOS? Donc, apporter cette connaissance et apporter une facilité d'utilisation de la méthode. Et le club accepte n'importe quel type de personnes qui puissent apporter une connaissance supplémentaire par rapport à ces analyses de risques. On a des prestataires, des grands groupes. Nous avons 250 personnes qui participent déjà à notre club et nous faisons des réunions courantes mensuelles auxquelles on fait des retours d'expérience par rapport à ces analyses de risques qui peuvent arriver. On parle de l'actualité également et on parle des travaux qu'on mène parce que nous avons un collège des praticiens. Alors, ce collège des praticiens, c'est quoi? On fait venir n'importe qui. Pour faire partie du Club EBIOS, il faut passer un tout petit examen parce qu'il faut savoir dire pourquoi on veut venir et ensuite on accepte la personne ou pas en dépendant des motivations qui le font venir. Il y a un paiement, un tout petit paiement qui n'est pas très important, 50 €. Voilà, pour l'année. Et ensuite, nous avons un collège des praticiens auquel n'importe qui, sans paiement, peut faire partie de ces équipes et dans lesquelles on va travailler, on va avancer sur de nouveaux sujets par rapport à l'analyse des risques. Par exemple, on a créé récemment tout un modèle de créer des scénarios opérationnels pour attaquer qui va aider les praticiens de la méthode EBIOS à être plus à l'aise par rapport à ça. On a créé aussi un rapport final par rapport à la méthode. Vous voyez, donc et là, je vous incite à ceux qui sont présents de pouvoir venir nous joindre parce que ce n'est pas nécessaire d'être un membre. Vous pouvez participer au Club EBIOS comme vous voulez et vous pourrez m'envoyer un mail si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a les coordonnées, mais on les mettra, on pourra les mettre à disposition. Alors, est-ce qu'il y a des PME? Pardon? On signalera le mail où envoyer des commentaires ou des questions. Exactement, s'ils le souhaitent, voilà, pas de problème. Est-ce qu'il y a des PME, TPE? Donc, l'objectif du club actuellement, c'est justement c'est en cours, élaborer un guide pour les PME et les TPE. On sent que cette méthode, elle est nécessaire. Pourquoi on l'a créée? Parce qu'il faut aller au-devant et se mettre dans son temps. Donc, on a une cybermenace extrêmement importante. Et maintenant, on part du principe que les principes d'hygiène de l'ANSSI doivent être déjà mis en œuvre par toute entité, qu'elle soit petite ou grande ou moyenne. C'est la base. Et maintenant, on se préoccupe, cette analyse des risques EBIOS-CRM se préoccupe de l'écosystème et justement du point de vue de l'attaquant. Comment cet attaquant, avec les mesures que j'ai mis ou que je n'ai pas mis en place, va réussir à s'introduire dans mon système d'information. Vous voyez, c'est ça, en résumé, la méthode EBIOS-CRM. Et elle est nécessaire. S'il vous plaît, c'est ça la base, une des bases de la protection d'une entité. Faites vos analyses de risques, EBIOS-CRM ou pas, mais faites les analyses de risques, faites le bilan de vos niveaux de mesures mises en place, prenez de l'ANSSI le guide d'hygiène et vous allez le télécharger et c'est fait. Et si vous avez des questions, vous contactez Patrice qui se fera un grand plaisir de vous donner des retours parce que son objectif c'est pour ça. Mais le Club EBIOS qui travaille de main à la main avec l'ANSSI, on est là pour promouvoir cette méthode, pour aider les gens aussi, pour leur donner des éléments supplémentaires. Donc, un guide va sortir et on est en train d'élargir, comme l'ANSSI, au niveau national, nos clubs EBIOS et on est en train de le faire avec l'Occitanie. Pour l'instant, on va créer un club EBIOS régional par rapport à cela. Voilà le club EBIOS. Et à quoi ça sert. Merci Marie-Céla. J'ai eu 2 commentaires dans le chat auxquels je vais répondre. Alors, par rapport à la demande sur les chiffres cités, les chiffres que nous citons sont des chiffres France. Effectivement, on a oublié un peu de mettre ce paramètre, mais c'est le CESIN qui est la source et ce sont des chiffres France. Et une autre anecdote, on nous signale que c'est la journée du mot de passe. Alors, c'est effectivement, on l'ignorait totalement. Je ne sais pas si ça vous parle, pas déjà à nos invités, mais c'est la journée du mot de passe. Donc, je trouve qu'on a plutôt pas mal choisi. On n'a pas du tout fait exprès, mais on a bien choisi la date pour le webinaire. Alors, on va passer tout de suite à la séquence suivante. Il n'y a pas plus de questions que ça pour l'instant dans le chat. Donc, comment prévenir le risque informatique? Donc, Marie-Céla nous a parlé de la méthode EBIOS et de la cartographie des risques, qui est des risques cyber. C'était évidemment une phase
indispensable dans la prévention. Alors on a cette assumption, ce statut qui est de dire que 4 employés sur 5 ne se sentent pas suffisamment formés ou avertis. Et là-dessus, je voudrais faire intervenir Stéphane Desmé, donc, qui est en train de mettre en place au sein de DECRA une solution DECRA, justement, qui va servir de test. C'est une solution de sensibilisation et de formation. Donc Stéphane, je te laisse la parole sur ce sujet. Oui, merci. Oui, alors la solution s'appelle Cyber Security Awareness, donc c'est une solution qui est utilisée chez DECRA, particulièrement en Allemagne dans un premier temps, puisque DECRA est un groupe allemand, mais qu'on est en train de tester pour la France, donc qui est une solution qui couvre, qui est basée sur 3 modules. Donc le premier module qu'on voit à gauche là sur la slide, c'est tout simplement une plateforme d'e-learning, donc qui permet de sensibiliser ses collaborateurs, de mettre en place des parcours différents suivant la typologie de collaborateur, que ce soit RH, finance ou un collaborateur de IT par exemple. Il y a donc 32 modules qui sont disponibles, qui vont couvrir à peu près toutes les parties, donc les bases de la cyber, les risques, le phishing, le hameçonnage, le ransomware, la bonne hygiène sur son poste informatique, etc. Donc on a toute une série de modules qui sont là pour sensibiliser les collaborateurs. Cette partie est qualifiante, certifiante entre guillemets, puisque ça nous permet aussi donc de suivre le parcours du collaborateur et de lui mettre un certificat de suivi de son parcours de cyber sensibilisation. Donc ce qui répond aussi à la norme ISO 27001 ou au code de bonne pratique 27002 qui exige justement que les collaborateurs soient sensibilisés et qu'on puisse prouver les sensibilisations qui sont faites. Donc là, c'est le premier module qui est vraiment un module de e-learning, bon, pour sensibiliser suivant différentes catégories d'utilisateurs. Après, le deuxième module qui est très intéressant aussi, donc c'est toute la partie. Non, Bernard, tu peux rester. Oui, on peut basculer sur ce slide. Oui. C'est la partie phishing, donc simulation de hameçonnage. Donc il y a un module qui permet de faire des campagnes de hameçonnage auprès de ses collaborateurs. Donc il va y avoir deux typologies de campagnes qui sont possibles, soit du one shot, donc on envoie un mail à une population cible ou à l'ensemble de ses collaborateurs pour récolter les résultats, soit on construit une campagne un peu plus pernicieuse entre guillemets, où on va sur 3 ou 4 semaines envoyer 3 ou 4 mails en faisant un peu monter la pression auprès des collaborateurs pour tester un petit peu leur réaction par rapport à ces phishing. Donc ces phishing, il y a tout un catalogue, il va y avoir une trentaine de simulations qui sont au catalogue de base. Sinon, on peut aussi complètement le personnaliser au goût de l'entreprise, changer le logo, faire ses propres simulations, donc le texte, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ce module, c'est que on va suivre le collaborateur hein, dans sa réaction. Donc, on sait le collaborateur quand il reçoit le mail, s'il clique sur le lien ou sur la pièce jointe, s'il va jusqu'à soumettre ces informations de connexion, par exemple sur un faux portail de connexion Office 365, par exemple. Donc on suit vraiment le parcours. Et si pour les collaborateurs qui se feraient piégés par cette simulation, on aboutit donc sur une page de sensibilisation qui va lui expliquer pourquoi il aurait dû faire attention, quelle partie du mail aurait dû attirer son attention, etc. Donc vraiment pour le sensibiliser, attention, bon voilà, vous êtes fait entre guillemets avoir, mais ça peut arriver à tout le monde, mais voilà les bons réflexes qu'il faut acquérir et le permettre aussi de rebasculer sur la partie LMS, donc formation, donc pour lui faire suivre le parcours si besoin.
Et le troisième module, donc, qui est un module plutôt basé, on va dire, pour la conformité, pour le RSSI ou pour les équipes de sécurité, qui va permettre donc d'avoir tout un tableau de bord, donc de suivi des campagnes de phishing, de suivi des campagnes de sensibilisation, de croiser tout ça pour essayer d'en sortir une cartographie un peu des risques pour l'entreprise. Est-ce que ses collaborateurs sont plutôt enclins à beaucoup cliquer ou pas? Quel est le taux de réussite sur telle ou telle partie de la sensibilisation, puisque toutes les vidéos sont aussi suivies d'un quiz, donc qui permet de qualifier un peu ce qu'aurait pu apprendre le collaborateur, ce qu'aurait pu retenir le collaborateur. Donc toute cette partie conformité via des dashboards qui sont personnalisables permet aussi de répondre à la ISO 27001 ou aux bonnes pratiques 27002 ou d'autres frameworks ou normes concernant la sécurité de l'information, donc pour pouvoir aussi prouver auprès d'un auditeur ou prouver sa conformité auprès d'un client aussi qui pourrait demander ce type de réalisation interne, ou d'un assureur, tout à fait, qui pourrait demander dans le cadre de la souscription d'un contrat quelques preuves pour s'assurer que l'entreprise a une bonne hygiène au niveau de la sécurité de l'information. Merci Stéphane. Alors, la cartographie des risques, on y revient toujours. Je voudrais faire justement réagir Sébastien et sur le sujet. Alors, élargir, quels sont donc là, on a présenté, on a un exemple d'application avec cette plateforme Cybersecurity Awareness, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, la cartographie des risques, une étape indispensable. Marie-Céla, on va lui relaisser la parole après, en a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont indispensables pour amorcer ce plan de prévention? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour faire de la prévention. Je pense qu'un des grands messages quand même qu'il faut porter aujourd'hui, et c'est une bonne opportunité, c'est que il est possible de faire de la prévention, c'est-à-dire que et de bien analyser son exposition au risque cyber. C'est pas une malédiction qui tombe dessus comme ça un petit peu au hasard. Il y a vraiment la possibilité de réduire l'exposition au risque cyber à un niveau acceptable. Donc je pense quand même qu'il faut porter un message optimiste et positif en disant que c'est possible. C'est pas forcément si compliqué ou si cher que ça, à condition de mettre les bonnes pièces du puzzle les unes après les autres. Et je pense que ce qui est affiché à l'écran pour l'instant, la cartographie des risques, c'est une des étapes absolument fondamentales et essentielles. Je pense que Marie-Céla et Patrice, on est tous d'accord là-dessus. Faire une analyse de ces risques, c'est une étape indispensable. Alors, ça peut paraître un petit peu théorique, et je pense que Marie-Céla en parlera peut-être un peu plus en détail par la suite. Mais il y a aussi d'autres méthodes et d'autres trucs très, très concrets finalement pour pouvoir se préparer pour le jour où malheureusement une catastrophe peut toujours arriver. Mais c'est de faire des exercices de gestion de crise, c'est de faire cette sensibilisation des employés et des collaborateurs qui est absolument fondamentale, parce que finalement c'est quand tout le monde est au courant et que tout le monde est prêt que la gestion de crise est la meilleure et la plus fluide. C'est valable pour le cyber, c'est valable pour tous les autres risques, j'imagine. Donc, il y a vraiment cette notion d'impliquer les gens dans la prévention du risque, avec des choses très, très concrètes pour la gestion de crise, faire des exercices, avoir un annuaire à jour des personnes à contacter en cas de problème, et de préférence pas avoir cet annuaire stocké sur le disque dur de son ordinateur, parce que s'il est chiffré, ça sert plus à grand chose. Donc la bête copie papier dans une armoire, finalement c'est un peu basique, mais ça marche. D'autres petits trucs, c'est de prévoir pour les cas de crise et la gestion de crise un registre pour noter toutes les décisions qui ont été prises pendant la crise, parce que quand les gens commencent à courir dans tous les sens, avoir un relevé des décisions prises et de pouvoir s'y référer pour savoir ce qui a été décidé, c'est important aussi, et ça permet une meilleure gestion. Et il y a un côté aussi RH qui est très important, parce que le jour où la crise arrive, les gens vont être très mobilisés, le RSSI, Stéphane, va être souvent en stress et avoir beaucoup de pression. Et donc, il faut aussi pouvoir accompagner toutes les équipes informatiques pour leur dire d'aller se reposer, d'aller dormir,
de prendre un petit peu le temps de souffler, parce que dans ces temps de crise, ben, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. Donc il faut aussi être prêt à assumer cette charge. Donc pour reporter ça sur le côté humain, vraiment l'humain va être au cœur de la gestion de la crise si jamais ça arrive. Et donc sur l'aval et sur les impacts, c'est vraiment très très important d'être bien préparé. Merci Sébastien. Marie-Céla, vous voulez compléter avec encore sur cette notion de cartographie? Oui, oui, merci pour l'activation du son. Oui, je voudrais, en fait, il y a deux choses majeures. En fait, je ne sais pas, j'ai eu une expérience il y a quelques années au sein de Bouygues Télécom où j'avais, en plus de toute la partie sécurité système information, j'avais la fraude interne. Et beaucoup d'entités ne se posent pas la question. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas d'analyse de si la fraude existe en interne, on ne le sait pas. Et bien, tant qu'on ne fait pas cette analyse des risques, on ne le sait pas qu'on a des problèmes. Et tant qu'on ne va pas, et je suis désolée pour Stéphane Desmet qui a mis une plateforme par rapport à la partie phishing, c'est super par rapport à ça, mais c'est insuffisant. Il faut aller sur le terrain et pour voir quel est vraiment le comportement des individus. D'accord? C'est hyper important. Il faut savoir comment ils se comportent pour savoir s'ils sont en fait en face par rapport à la politique qu'on a émise. Vous voyez, je vous donne un exemple très concret. Je ne sais pas si des utilisateurs utilisent Teams. Qui a fait l'analyse des risques de Teams? Je crois que peu d'entreprises l'ont fait parce qu'on était dans l'urgence. Teams, Zoom, Meet, il y a tellement d'outils, mais est-ce que quelqu'un s'est assuré que les collaborateurs ont le même comportement? Je retrouve dans des Teams, parfois dans certains échanges, où les gens passent des mots de passe et les gens ne savent pas que ces éléments-là, même si on les met à la poubelle, monsieur, dame, ça reste 30 jours valable dans le cloud, dans la poubelle du cloud. Donc, analysons les risques, ayons le réflexe sécurité, qu'est-ce qui va se passer avant de mettre en place l'outil, faisons l'analyse des risques des outils. Vous voyez, ça c'est hyper important. Même un outil peut comporter un risque majeur pour une entreprise, même un outil. Et donc, je pars du principe que pour n'importe quel nouveau projet, et c'est une chose que je suis en train de mettre en place dans l'entité dans laquelle je me trouve actuellement, que vous ne connaissez pas, c'est l'établissement français du son. Je suis le responsable national. Et chez eux, je dis, tout nouveau projet, c'est la première chose, la première action, c'est analyse des risques. Et la seconde, c'est selon le projet, homologation du système. Et donc, c'est clair, y compris un nouvel outil. Et je peux vous assurer que je trouve énormément des risques extrêmement importants quand je analyse un outil et que je rencontre et que je demande tous les processus menés par l'entreprise qui me le propose par rapport à la sécurité du produit lui-même. Donc, la cartographie du risque est nécessaire, faites l'analyse des risques. Avec n'importe quelle méthode, peu importe, nous on favorise EBIO-CRM parce que je fais partie du club EBIO, c'est du conseil d'administration, mais utilisez n'importe quelle méthode d'analyse des risques, pitié, voilà, pour que vos sociétés puissent, pour que vous ayez votre, comment dire, pour que les services que vous proposez et les produits que vous faites soient toujours valables, voilà, pour qu'il n'y ait pas de perte financière et disparition de votre entreprise, voilà. Merci Marie-Céla. Alors, comme il n'y a pas de questions encore du côté du chat, je vais poser une question à Patrice Bijard sur la notion des experts en cybersécurité. Évidemment, dans les grands groupes comme la SCOR, par exemple, on le voit avec la présence de Sébastien Héon aujourd'hui, il y a des responsables de la cybersécurité, il y a Stéphane chez nous. Les grands groupes sont équipés. Par contre, comment font les petites sociétés alors, peut-être vous nous citez, vous, qui intervenez principalement dans le domaine public, est-ce que vous avez, les hôpitaux, par exemple, n'ont pas les moyens de se payer un responsable de cybersécurité? Est-ce que vous organisez vous-même des protections? C'est outsourcé? Comment ça se passe? Alors, les hôpitaux, dans le cas de ce cas particulier, ont quand même désormais pris en compte le risque cyber. C'est sûr que c'est un virage assez compliqué au vu de l'actualité depuis 1 an et demi et au regard de leurs activités de base. Mais tout le monde est en train de bouger. Il n'y a plus vraiment d'entités publiques ou privées qui n'essaient pas de se préparer
ou de comprendre ce qu'il faut faire. Tout le monde investit à son rythme dans cette défense cyber. L'ANSSI a toujours mis en avant le fait de développer un écosystème de prestataires de qualité en France. Il y a aujourd'hui un certain nombre de prestataires qualifiés par l'ANSSI qui peuvent intervenir de façon extrêmement efficace auprès de toute entreprise. Et l'ANSSI a favorisé la création d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Et ce GIP cybermalveillance permet d'être mis en relation avec des prestataires de proximité. Sur cette plateforme, en rentrant son code postal, on peut être mis en relation avec des prestataires locaux qui très rapidement peuvent intervenir et qui ont démontré lors de leur enregistrement sur cette plateforme une capacité à faire de la remédiation, donc à intervenir en cas d'incident. Alors, on n'est pas dans le même niveau d'expertise entre les prestataires de l'ANSSI et les prestataires qui interviennent via cette plateforme, mais on essaie de toucher comme ça l'ensemble des strates économiques du pays avec des solutions, en tout cas des prestataires pouvant intervenir partout sur le territoire, quelle que soit la typographie de l'incident et de l'entreprise. Merci Patrick. Alors, ce que vous citez, je pense, se trouve, la liste des prestataires se trouve dans le guide de l'ANSSI que nous allons reprendre en conclusion. De la même façon, dans le FAQ, tous ces éléments-là seront repris, ainsi que on nous demande les références de l'étude seront reprises dans le FAQ. On va passer à la troisième partie du webinaire avec la partie c'est arrivé, donc quand le pire arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc on essaye, vous avez vu, alors j'ai beaucoup aimé l'anecdote de Maricela, on est très concret, hein, on essaye vraiment d'être sur ce qui peut arriver tous les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le pire arrive? Donc, on vous a déjà vous montré ces chiffres, hein, 255%. Ça peut coûter très cher, une cyberattaque. On peut être immobilisé un certain nombre de temps. Donc, on va rester juste d'abord sur ces chiffres-là et dire comment on fait quand ça arrive. Est-ce que il faut avoir une salle de crise? Est-ce qu'il y a un cybercomex qui se réunit? Là-dessus, je repasse la parole à Patrice Bijard. On avait prévu de faire comme ça, donc je vous repasse la parole pour quel est le dispositif à mettre en place. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le premier geste à faire? Alors, la réponse n'est pas nécessairement si simple parce que aujourd'hui, le risque effectivement d'être touché par un rançongiciel est assez fort. Le C5 que vous mentionnez indique que 25% des entreprises françaises ont eu un incident de sécurité en 2020. La difficulté finalement pour une entreprise, c'est de s'assurer que s'il y a une attaque par rançongiciel, ça ne va pas mettre l'ensemble de l'entreprise à terre, que le poste chiffré va rester un poste isolé et que la propagation ne se fera pas. Il est difficile aujourd'hui d'éviter ces attaques par rançongiciel. On a parlé des problématiques de phishing qui sont de plus en plus sophistiquées et qui réussissent assez souvent. Les vulnérabilités aujourd'hui d'un certain nombre de grandes applications, la difficulté pour les entreprises de maintenir parfaitement à jour l'ensemble de leurs applications, c'est facile à dire, la maintenir à jour, c'est très difficile à maintenir et à réaliser dans le temps. Il faut mettre à jour ces applications, ces postes, ces serveurs, les équipements réseau. C'est un travail de longue haleine. C'est facile à dire, difficile à faire, mais c'est aujourd'hui indispensable d'être très vigilant sur cet aspect-là. Le phishing, les vulnérabilités. Le troisième axe qu'il faut mentionner, ce sont des attaques qui peuvent arriver par la chaîne logistique, par des infogérants, par des sous-traitants. On ne va pas nécessairement se méfier de son écosystème. Donc voilà, les attaques peuvent arriver assez vite. Il faut s'assurer qu'elles ne vont pas commettre de dégâts trop importants, les détecter le plus rapidement possible et s'assurer donc qu'elles ne se propagent pas dans le réseau. Il y a tout un ensemble de mesures qui sont décrites dans les différents guides de l'agence et puis qui sont connues par toutes les personnes en charge d'activités informatiques et de cyber. Je ne vais pas trop les détailler. Je vais peut-être laisser plus Stéphane, Sébastien et Maricela commenter comment
en termes d'organisation on peut intervenir en cas d'attaque. Alors, il y a quelque chose que je reprends parce que moi-même, j'avais été repris par Sébastien Héon lors de la répétition sur la notion de risque. Il avait dit, moi, les risques, bon, c'est bien, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les impacts sur l'entreprise. Alors, je voudrais vous entendre à nouveau là-dessus pour nos auditeurs, savoir qu'est-ce que… Donc, c'est vraiment l'analyse d'impact des risques, de l'exposition au risque. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, tout à fait, parce que c'est une notion importante, les impacts. C'est qu'est-ce qui se passe concrètement pour l'entreprise, en fait? Qu'est-ce que ça va engendrer? Parce que on part d'une matière qui est assez technique, hein, la cybersécurité, ça touche à l'informatique, et comme Patrice vient de le dire, c'est compliqué à maintenir, c'est compliqué à faire vivre, c'est un travail à plein temps. Je pense que Stéphane est très bien placé pour en parler. C'est un métier qui est compliqué et qui va en se complexifiant, donc il y a une vraie matière technique. Mais finalement, les impacts pour l'entreprise sont des impacts de plusieurs natures. Ça peut être des impacts financiers, bien sûr, à premier chef, des impacts de réputation, des impacts de perte de parts de marché, des impacts en bourse pour les entreprises qui sont cotées, et même des impacts psychologiques. Hein. Moi, je me souviens d'un témoignage il y a 1 an ou 2 d'un responsable d'un cabinet d'experts comptables qui avait été attaqué, et l'attaque, c'était une attaque par rançongiciel, malheureusement assez classique, et il avait surtout rapporté un impact psychologique sur lui-même et ses équipes. Donc il faut pas penser que l'impact il est juste informatique et que on n'a plus de mail ou on n'a plus accès à son poste de travail. Il y a vraiment des impacts beaucoup plus profonds que ça. Alors, en tant qu'assureur, évidemment, nous, on se concentre principalement sur les impacts financiers. Hein, c'est ce qui va compter, et c'est ce pourquoi l'assurance est faite. Donc c'est ces impacts financiers à compenser. Et là encore, ça peut être des déroulés dans le long terme. Hein. Ça peut être évidemment tout de suite remettre à flot l'entreprise en termes de capacité de connexion informatique, mais il peut y avoir des impacts de très long terme, et notamment, comme Patrice le disait, en cas de perte de données personnelles, il va y avoir tout un volet réglementaire avec potentiellement des amendes et ce genre de choses. Donc voilà, malheureusement, c'est pas quelque chose qui se règle en quelques heures ou quelques jours. Les impacts peuvent prendre plusieurs mois, et dans les grandes entreprises, hein, les ABAC qu'on a et les patterns qu'on voit se développer, c'est une quinzaine de jours de crise, et après un règlement définitif qui peut aller jusqu'à 6 mois, voire 1 an pour les plus grandes. D'accord. Alors, il y a une question par le chat, là, justement, sur les impacts. Est-il possible, via une cyberattaque, de provoquer un accident majeur sur un site industriel, par exemple une explosion, une fuite de gaz toxique dans une usine chimique? Est-ce que l'un d'entre vous a connu ça avec son expérience? Malheureusement, oui, il n'y a pas encore beaucoup d'exemples, mais un des exemples les plus connus et les plus classiques est arrivé en Allemagne il y a quelques années, hein, dans une usine de fonderie d'acier dans le nord de l'Allemagne, où une attaque cyber sur les fours de gestion des aciers a provoqué, alors heureusement pas d'explosion et pas d'incendie, mais c'est pas passé loin, et en tout cas la chaîne de production de l'acier liquide s'est arrêtée soudainement. Donc en fait, il y a eu ce qu'on appelle un pot freeze, c'est-à-dire que tout l'acier qui était en fusion dans l'usine s'est solidifié, et donc voilà, ça c'est une perte physique. Il a fallu changer tous les fours, toute la production en cours, enfin qui était en cours de traitement, a été perdue. Donc on commence à voir des impacts physiques résultant d'une attaque cyber. Heureusement, il n'y en a pas encore beaucoup, mais on s'attend, avec le développement des usines connectées, l'industrie 4.0 et les objets connectés, à en voir malheureusement de plus en plus. Marie-Céla, vous voulez compléter? Le micro? Très bien. Il faut suivre uniquement l'actualité. Je la suis même en étant en dehors de l'ANSSI. Il y a énormément d'incidents. Il y a eu des incidents en Inde où les attaquants ont mis par terre toute la partie énergique d'une ville. Et ça, on le sait, hein, ça arrive continuellement. Ça peut arriver aux États-Unis, ça peut arriver au Japon, et c'est arrivé déjà. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne nous arriverait pas à nous, mais il faut qu'on soit très vigilant. C'est pour ça qu'il faut
il faut mettre en place toutes les mesures pour, si jamais ça arrive, on soit prêt à agir. Regardez bien, je dis, mais s'il n'y a plus d'électricité dans une ville, et bah, tout ça s'arrête. Et si vous n'avez pas des mesures appliquées, dans un hôpital, il y aura beaucoup de morts si on n'a pas de groupe électrogène. Moi, j'ai vécu un jour, je vous donne une anecdote d'un groupe électrogène qui était partagé entre un hôpital, je ne le cite pas, et une entité qui louait des voitures à des personnels étrangers. Bah, c'est à Paris que ça s'est passé. Et dans l'audit, je me suis rendu compte que les groupes électrogènes étaient partagés par les deux entités et aucune des deux faisait la maintenance et le suivi de ces groupes électrogènes. Et en fait, il y avait une jauge qui était toujours remplie et en fait, le groupe électrogène était vide. Il n'y avait rien à l'intérieur. Donc, partage des groupes électrogènes, mais en fait, il ne servait à rien. Il était très beau, nettoyé, sans poussière, mais si on avait eu la coupure, l'hôpital était très mal en point. Donc, l'énergie est importante et il y a… Voilà. On a posé la question là dans le chat sur les hôpitaux peuvent-ils avoir des conséquences directes ou indirectes sur les patients. Donc, vous dites oui. La réponse est oui. La réponse est oui. À ce titre-là, par rapport à l'énergie, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'ils s'utilisent dans le milieu médical. C'est totalement numérisé pour beaucoup d'équipements, des logiciels qui viennent des États-Unis ou d'autres pays, mais qui sont numérisés et on ne se pose jamais la question quelle est la protection que je dois avoir pour faire ça. Regardez bien, les diabétiques insulinodépendants, ils ont des puces qui peuvent à un moment donné, qui envoient les informations sur les hôpitaux, d'accord, dans les systèmes d'information des hôpitaux. Donc, je peux passer par l'hôpital et revenir et complètement faire changer pour un individu. Si je connais, là pour les assurances, ça serait intéressant, si je connais qu'il y a un grand homme politique et diabétique insulinodépendant, et ben, je vais lui mettre la mesure plus basse pour qu'à un moment donné, il puisse avoir un coma diabétique, par exemple, vous voyez. Et ça, c'est un risque. Donc, il faut protéger cette information-là. C'est la protection des données de santé, donc RGPD, donc réglementaire et obligatoire. Donc, les hôpitaux et les patients peuvent être impactés, oui. Et alors, une dernière question, mais qui s'adresse à tous. Là, on pose une question pardon, sur une attaque cyber sur un site nucléaire belge, mais là, peut-être qu'on est le domaine dans le secret défense. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que vous êtes au courant, j'imagine, mais est-ce qu'on peut en parler? Pas me concernant. Je n'ai pas cette information-là. D'accord. Très bien. Alors, on va finir avec un… Pardon, Patrice, oui. Oui, ce n'est pas un sujet public, effectivement. Ce n'est pas un sujet public. Très bien. Merci. Alors, on va attaquer le dernier sujet qui est celui de l'assurance, alors du rôle de l'assureur. Bon, il y a une polémique sur nous payons trop facilement les rançons. On va pas être sur ce sujet-là. On va vraiment être sur la notion de qu'est-ce que couvre l'assurance. Alors, notamment, est-ce qu'elle couvre le remboursement des rançons et quel est le rôle de l'assureur? Il vient très en amont. Donc, Sébastien Héon, je pense que c'est intéressant de vous entendre sur ce sujet. Bah oui, effectivement. Alors, comme je le disais un peu tout à l'heure, l'assurance, elle est là pour compenser les pertes. Donc, en fait, une assurance cyber, elle a toujours, grosso modo, 3 parties. La première partie, ça va être de compenser tous les coûts de gestion de crise. Donc, de faire intervenir des experts informatiques pour pouvoir aider la victime à analyser d'abord ce qui se passe, à comprendre, à réparer. Voilà, donc tout cet aspect gestion de crise, mais ça va aussi couvrir éventuellement de la communication interne et externe, enfin voilà, tous les mécanismes nécessaires à la gestion de crise et à la gestion de l'événement. Ça, c'est le cœur finalement et le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, ça va être les coûts subis par la victime elle-même à cause de l'attaque cyber. Ça peut être, s'il y a des pertes de données personnelles, les coûts de notification. Donc faire la revue des données qui ont été touchées, estimer les personnes à contacter, les autorités à contacter, que ce soit l'ANSSI, la CNIL, faire le rapport de l'attaque, etc. Donc tous les coûts de notification, tous les coûts aussi de reprise et de remise à jour des systèmes d'information, des données,
réinstaller les données depuis les backups, etc. Tout ça, ça engendre un certain nombre de coûts pour la victime. Et ça, c'est compensé par l'assurance cyber. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Et le troisième étage de la fusée, c'est des couvertures de responsabilité civile si jamais la victime fait face à des plaintes parce qu'elle aurait soit transmis un virus à un tiers, soit perdu les données personnelles de ses clients ou de ses fournisseurs, et donc faisant face à des plaintes de tiers à cause de cette attaque. Donc voilà 3 volets assez classiques. Alors après, évidemment, chaque assureur va avoir ses petites spécialités et ses spécificités dans les contrats, hein. Nous, on en voit beaucoup en tant que réassureur, donc on est assureur des assureurs finalement, et on voit beaucoup de différences, mais quasiment tous les contrats cyber offerts en France aujourd'hui sont articulés autour de ces trois volets de l'assurance cyber. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'assurance cyber, elle est de plus en plus diffusée, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le secteur d'activité, et qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'on paye les sinistres aujourd'hui suite à des attaques cyber. Merci Sébastien. Une question peut-être pour Stéphane. À propos, on nous demande quel est le profil des hackers. Donc toi, tu es vraiment au centre de tout, de névralgique du recensement de toutes les attaques. Est-ce que tu as une idée déjà de vécu, ou sinon évidemment en ayant lu des choses? Quel est le profil des hackers? Est-ce qu'on a l'impression qu'ils se professionnalisent de plus en plus? Est-ce que c'est vrai? Oui, alors il y a 20 ou 30 ans, c'était ce qu'on appelait ce qu'on peut appeler maintenant des geeks ou des script kiddies, donc qui soit utilisaient des outils tout faits trouvés sur Internet, soit étaient très forts techniquement et puis essayer d'exploiter, de trouver des vulnérabilités, etc. Maintenant, les hackers, je pense que Patrice pourra nous le confirmer, sont de plus en plus des bandes de hackers, vraiment des véritables groupes mafieux, surtout quand on parle des ransomware qui sont attaqués, qui sont les attaques via ransomware. Donc c'est plutôt des bandes organisées qui ont des moyens, qui payent des développeurs pour écrire les rançongiciels, qui vont avoir même du support, de la communication. Donc là, on parle vraiment pour les grands groupes hein, de hackers qui sont connus, qui attaquent quasiment toutes les semaines et qui sont très très organisés. Donc il n'y a pas de profil type, il y a encore sûrement des hackers tout seuls entre guillemets dans leur cave qui vont agir de leur propre chef. C'est peut-être plutôt le cas sur le phishing, etc. Mais sur les attaques de grands groupes ou de sociétés ou d'hôpitaux avec des ransomware, c'est généralement des groupes très organisés qui sont derrière. Patrice, vous voulez réagir? Plutôt compléter, parce qu'on a souvent tendance à penser que les hackers bénéficient d'une forme d'impunité, qu'on ne sait pas les arrêter. Les choses ont changé depuis quelques années. Interpol, Europol, les différents services d'enquête, en tout cas au niveau européen et anglo-saxon, travaillent bien plus efficacement et un certain nombre d'arrestations ont eu lieu ces derniers temps. Donc les choses quand même s'organisent du côté de la défense. La difficulté, c'est qu'il y a encore un certain nombre d'États qui ont une forme de tolérance un peu facile vis-à-vis de ces groupes d'attaquants et qui n'interviennent pas pour remettre fin à leurs activités sur leur sol. C'est la grande difficulté. Elle va au-delà d'un problème purement cyber, c'est un problème politique et un problème mondial. Mais les choses avancent quand même du côté de la défense. Il faut en être conscient. Le message derrière ça, c'est que si vous avez à un moment un incident, il faut le déclarer, il faut le signaler, il faut porter plainte, il faut alimenter tous les services qui capitalisent aujourd'hui sur ces attaques pour mener des actions qui permettent de limiter, voire de mettre fin aux agissements de certains groupes d'attaquants. Ça, c'est un point très important, merci de le préciser, effectivement, c'est de déclarer effectivement les attaques, de communiquer dessus. C'était une question qu'on avait posée, vous y répondez, c'est parfait. On va arriver au terme de notre échange. Une dernière question sur les 3 règles à appliquer ou à retenir pour minimiser le risque de se faire hameçonner, mais de se faire avoir au travail. C'est-à-dire, on reçoit un mail ou
où on a quelque chose qui arrive par la boîte mail ou par un autre, vous avez parlé de Teams tout à l'heure, Marie-Céla. On fait un dernier tour de table pour vous. Quelles sont les trois règles importantes à retenir sur la prévention? Marie-Céla. Micro. La première règle est que les utilisateurs ne couvrez pas le mail, regardez uniquement le titre, le sujet, etc. Ne le supprimez pas, prenez-le et transférez-le à votre équipe de hotline ou à votre équipe bureautique pour analyse, parce que le fait de supprimer le mail, ça empêche l'analyse de l'origine de ces mails-là. C'est la première pratique à avoir. Ne l'ouvrez pas si le sujet, sachant qu'il y a Emotet qui peut simuler un vrai mail, mais ne l'ouvrez pas. Si vous avez un doute, vous le transférez, s'il vous plaît, à votre équipe pour analyse. Voilà, c'est une des premières règles à avoir. Merci. Sébastien? Je pense que les règles, c'est comme le dit Marie-Céla et comme l'a montré Stéphane tout à l'heure, c'est la sensibilisation, et aussi la responsabilisation. Je pense que les cas qu'on a pu voir et qui se passaient bien quand il y avait un problème cyber, c'était les cas où il y avait vraiment une chaîne très fluide entre les utilisateurs, l'équipe RSSI, responsable informatique, responsable de sécurité avec les outils et le pilotage de la crise, et les membres du COMEX ou les membres dirigeants de l'entreprise qui étaient conscients des enjeux, bien briefés et qui connaissaient les risques et qui avaient vu la cartographie des risques qui avait été faite. Et donc, pour que ça marche bien en cas de problème, il faut que toute cette chaîne soit bien huilée et bien pu répéter et se mettre en œuvre dans le cadre d'exercices. Et là, dans ces cas-là, en général, on n'échappe pas au risque, on n'échappe pas à la crise, mais en tout cas, on la résout d'une manière beaucoup plus fluide que quand ces éléments-là ne sont pas en place. Merci. Stéphane? En tant qu'utilisateur, c'est prendre du recul. Voilà, est-ce que ce mail est vraiment légitime? Est-ce que voilà, ne pas cliquer un peu trop vite, quoi. Vraiment prendre du recul sur certains mails qui peuvent être un peu sortir du commun. Voilà, est-ce que sur un sentiment d'urgence, sur la peur, est-ce que c'est normal que je reçoive un mail telle ou telle personne qui me demande de faire telle action? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment de mon entourage? Prendre du recul avant de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe, voilà, qui pourrait, voilà, que j'aurais pas l'habitude de recevoir. Donc c'est vraiment, c'est réfléchir à deux fois avant d'agir, et surtout pas dans l'urgence. Et bien vérifier l'adresse d'expédition, c'est ça? Bien sûr, bien vérifier l'adresse d'expédition. Après, il y a les classiques, hein, l'orthographe, ou les leviers psychologiques qui peuvent être utilisés, le sentiment d'urgence, la peur, la curiosité, etc. La cupidité. On reçoit beaucoup de phishing en ce moment aussi de personnes qui, voilà, je te confie un secret ou je suis malade. Voilà, faire très attention à ce type de message. Est-ce que c'est vraiment par mail qu'un de vos proches se confierait à vous? C'est généralement à 99,9% une arnaque, voire 100%. C'est vrai qu'il y a ce genre de choses qui arrivent par les boîtes mail, Oui. effectivement, des amis qui se sont fait pirater, oui, absolument. Patrice Bijard, une dernière question. Comment une entreprise peut s'assurer du niveau de cybersécurité d'un fournisseur? Alors, une entreprise ou une collectivité publique, du niveau de cybersécurité d'un fournisseur ou sous-traitant. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des fournisseurs ou sous-traitants. Ça, c'est extrêmement important. Tous les interfaces qu'on peut avoir avec des sociétés externes. Comment vous les traitez, ça? Comment l'entreprise doit-elle les traiter? Là, on est typiquement dans une logique de gouvernance et d'analyse de risque. J'espère que vous m'entendez bien. Le réseau est un peu moins bon. C'est un peu le paradoxe apparent de la cybersécurité. C'est un métier, une activité extrêmement technique, mais en réalité, une grande partie des actions en cybersécurité sont des actions d'organisation, de réflexion, d'analyse, avant d'arriver
à un moment ou à un autre vers une très grande technicité. Ce que fait Stéphane dans votre entreprise, c'est très technique, mais il y a tout ce travail en amont de remonter à un niveau de gouvernance, au niveau des responsables des grands métiers d'une entreprise, ces questions de sécurité. Et c'est comme ça qu'on peut adresser de la façon la plus efficace, certainement, les chaînes de sous-traitants, la relation avec ces infogérants, avec ces prestataires, comprendre les liens numériques qui existent entre dans cette chaîne logistique. Et puis, à partir d'une charte informatique, à partir de contrats, arriver à faire descendre progressivement des exigences en sécurité informatique vers l'ensemble de son écosystème. Si je peux me permettre, de rajouter quelque chose qui vient de dire à Patrice, la méthode de BioCRM tient en compte cet environnement des prestataires et vous permet aux entreprises, aux entités qui font cette analyse de dire le prestataire avec lequel je suis est une forte menace pour moi. Et donc, la solution, c'est quoi? Élaborer un plan d'assurance sécurité qui a un élément vital et important. Pour quelle raison? Parce que c'est annexé au contrat de l'entreprise et ce plan d'assurance sécurité intègre les exigences de sécurité indiquées de manière claire et le prestataire doit répondre à comment il va assurer cette exigence par rapport à son client. Et donc, on a un tableau de bord concret mensuel sur toutes les problématiques et tous les écarts par rapport à cette exigence-là. Et c'est une manière de s'assurer qu'il applique la même politique que nous avons dans notre entité. Voilà, aussi, c'est important. Alors, et je rajoute aussi un point qui n'est pas dans le même registre, mais que vous aviez cité, qui est important aussi, c'est le plan de continuité en cas d'attaque. Ça répond aussi. On n'en a pas reparlé, je sais pas, vous n'avez peut-être pas fait attention. Le plan de continuité, ça c'est dans toute crise, et on l'a vu avec le Covid. Ça n'avait rien à voir avec la cyber, mais on avait vu avec le Covid. Il est important, essentiel d'avoir un plan de continuité. Je pense que c'est dans votre guide à l'ANSSI et dans la méthode des BIOS aussi, évidemment, qu'on en parle. Chez DECRA, on le promeut aussi, les plans de continuité. Oui, parce que c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que quand on a un risque, le risque zéro n'existe pas. Donc, si on a un risque et on a mis en exergue par le biais d'un plan de continuité les processus d'activité qui permettent de créer un produit ou un service, je sais sur quoi ça va être problématique. Et donc, je dois me préparer pour avoir cette continuité d'activité via le plan de continuité. Voilà, c'est simple. Et puis gérer la crise. Un petit retour d'expérience d'ailleurs sur ces plans d'activité, si je peux me permettre, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont un plan de continuité d'activité qui est en place, mais qui n'est pas du tout fait pour les crises cyber. Et les crises cyber ont la particularité d'être transverses à l'entreprise et donc de ne pas forcément être cantonnées à un site ou une business unit ou une chaîne de production, mais peuvent se disséminer de manière transverse à toute l'entreprise. Et il faut vraiment que le plan de continuité d'activité soit capable de prendre en compte cette transversalité et cette capacité d'impacter à la fois les bureaux, l'administratif et potentiellement la production. Très bien, on va conclure, clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à vous tous, c'était, je pense, très intéressant pour nos auditeurs. Si vous avez encore des remarques et questions, chers amis auditeurs, je vais finir par me croire à la radio, vous pouvez poser vos questions à cette adresse mail webinaire.industrial@decra.com. Nous, évidemment, nous transmettrons les questions qui concernent nos invités. Sans souci, on reste en contact avec mettez l'objet, comme ça ce sera plus facile pour nous de savoir que ça concerne évidemment ce webinaire. Dernière slide pour aller plus loin, si vous souhaitez, vous avez donc le guide d'hygiène informatique qui est promu par l'ANSSI. Vous allez sur le site de l'ANSSI, vous le récupérez ssi.gouv.fr et vous avez un autre guide qui s'appelle l'essentiel de la sécurité numérique pour les dirigeants et les dirigeants, qui a été édité par le CEDIG, aussi un guide extrêmement utile et intéressant. Nous vous communiquerons dans la FAQ donc l'étude dont on a parlé. Je remercie une nouvelle fois chaleureusement nos invités qui ont pu se libérer malgré leur emploi du temps chargé et compte tenu des attaques. Alors, je plaisante, j'espère que ce n'est pas aussi dramatique que ça. Merci beaucoup à vous. J'espère à bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt.
Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.